La médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Bonjour à tous, aujourd'hui notre sujet sera l'environnement au XIXe siècle. Pour nous en parler, nous accueillons Monsieur Sami Bounoua, enseignant et doctorant en histoire contemporaine à Sciences Po Lille. Son domaine de recherche concerne l'histoire de l'environnement au XIXe siècle. Alors Monsieur Bounoua, votre thèse c'est la résistance aux pollutions industrielles dans le nord de la France et en Belgique francophone, année 1770-1870. Alors comment on en vient à traiter ce sujet ? Alors c'est une vaste question. Comment on en vient à traiter ce sujet ? Eh bien, tout d'abord par des préoccupations pour l'environnement. En tout cas, dans mon cas, c'était cela. C'est-à-dire que la pollution généralisée, l'effondrement de la biodiversité, la catastrophe climatique, etc., etc. Donc, je voulais m'intéresser à l'histoire de cette dégradation. Et donc, c'était après mes études de master, j'étais déjà enseignant. Je commençais à lire donc, des historiens, des historiennes de l'environnement qui travaillaient notamment sur l'histoire des pollutions. Je me suis dit que je voulais aussi apporter ma petite pierre, ma petite contribution à cette histoire et donc comprendre comment nous avons accepté collectivement, sur un terrain qui, vous l'avez rappelé, c'est le nord de la France et la Belgique francophone, comment nous avons accepté collectivement de plus en plus de pollution au nom de ce qu'on a pu appeler le progrès, un progrès qui s'est largement identifié à l'industrie. Donc voilà comment j'en suis venu à mon sujet. C'était vraiment par une préoccupation sociale et politique actuelle. Alors, les bornes de votre thèse, c'est 1770, donc est inclus la Révolution française. Alors, est-ce qu'il y a eu des événements lors de la Révolution française par rapport à l'environnement qui sont importants ? Alors oui, je commence dans les années 1770, puisque c'est durant cette période que émergent véritablement les grands débats sur la salubrité publique, et notamment celle liée au charbon de terre, qui est très peu utilisée à l'époque, mais qui commence de plus en plus à être développée, notamment en Belgique, dans le couchant de Mons, dans le Borinage et dans la région de Liège, et en France, dans le Valenciennois. Donc il y a des questions qui se posent sur est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser cette nouvelle source d'énergie, étant donné que ça émet des fumées, des choses qui sont connues depuis très longtemps. Et effectivement, j'inclus la Révolution française dans mon étude. Je ne m'intéresse pas seulement aux pollutions liées au charbon de terre, mais en fait à toutes les pollutions industrielles ou artisanales de l'époque. Et la Révolution française, c'est un moment très important puisque c'est un moment de libéralisation relative, en tout cas, de l'industrie. C'est-à-dire que moins de barrières sont posées face au développement des fabriques. Et parmi ces barrières, il y a les réglementations d'Ancien Régime contre ce qu'on appelait les nuisances industrielles et artisanales. On ne parlait pas encore de pollution au sens strict, mais de nuisances, donc les odeurs, les rejets, le bruit également, qui incommodaient, voire nuisaient à la santé des habitants. Alors à l'échelle nationale, plusieurs lois vont dans ce sens, et je pense notamment à la loi de 1791, la loi d'Allard, qui indique que les fabricants peuvent installer leur usine, leur atelier, comme ils le veulent, bien sûr à condition de respecter les règles de police locale, et notamment les règles locales de salubrité. Donc c'est la raison pour laquelle je vais parler de libéralisation relative. On a un encouragement de l'industrie qui est beaucoup plus forte, et donc une plus grande liberté qui est donnée, mais tout de même ne passe pas complètement dans un régime d'industrialisation débridée. On a encore cette attention aux nuisances qui est héritée de l'Ancien Régime. Donc une libéralisation relative. À partir de 1792, la France entre en guerre, et elle va connaître ensuite des années de guerre et de conquête sous la Révolution et l'Empire de Napoléon Ier. Donc au nom de ces guerres, au nom de la République, il fallait produire plus, notamment produire des armes, ce qui nécessite de développer des industries extrêmement insalubres comme la fabrique de salpêtre ou de produits chimiques. Donc une priorité sera de plus en plus mise sur le développement industriel de la France, jusqu'à une date clé qui est l'année 1810, donc on est sous le régime de Napoléon Ier, et en 1810, le gouvernement impérial décide d'adopter un décret
sur les fabriques qui émettent une odeur insalubre, c'est le titre du décret, qui en fait prend en compte le fait qu'il y a des industries nuisibles, polluantes, mais l'idée de ce décret, c'est de rendre acceptables ces pollutions, ces nuisances. Comment ? Eh bien, ce décret impose à chaque fabricant de demander une autorisation administrative avant d'établir son usine, son atelier, sa fabrique. Et il se trouve que les autorisations sont très facilement accordées. Et en cas de plainte pour pollution, la loi prévoit seulement le dédommagement et non pas le démantèlement de l'usine ou de la fabrique comme c'était le cas avant la Révolution française. Donc pour résumer, la Révolution c'est une période de libéralisation relative au début et de plus en plus forte, notamment sous le régime impérial de Napoléon Ier. Alors, d'après ce que vous dites, on peut déjà dire l'idée de pollueur-payeur est déjà utilisée à l'époque. Oui, on peut dire ça dans un certain sens, et ici d'autres historiens l'ont déjà analysé. Si vous avez les moyens effectivement de dédommager les plaignants réels ou éventuels, eh bien vous n'avez aucun problème, puisque après 1810, effectivement, plus aucun établissement n'est démantelé, n'est démoli, alors que encore sous la Révolution, je disais, certes il y a une promotion de l'industrie, mais il y a encore la volonté de respecter des règlements hérités de l'Ancien Régime. Et dans mes propres travaux, oui, j'ai trouvé des cas au début des années 1800, de démolition de fours à chaux, par exemple, qui émettent des fumées. Alors la chaux, c'est une matière indispensable pour la construction, notamment, mais pour la produire, il faut les chauffer très fort. Donc ça produit des fumées qui détruisent la végétation, ça pose des risques d'incendie. Et j'ai des cas de destruction de fours à chaux, j'ai des cas de destruction de tanneries, puisque la tannerie, donc, ça consiste à plonger des peaux d'animaux dans des cuves et les laisser macérer dans l'eau, et parfois même dans l'eau des rivières. Et parfois, les eaux des cuves sont même rejetées dans les rivières, donc ça crée des pollutions insupportables pour les gens, des odeurs infectes. Et donc j'ai des cas de destruction de tanneries. Après la loi de 1810, il suffit de payer pour que l'usine puisse continuer à polluer, en tout cas dès lors qu'il y a une plainte. S'il n'y a pas de plainte, il n'y a même pas besoin de payer. Alors vous avez cité un mot qu'on retrouve beaucoup et symbolique du 19e, c'est le charbon. Alors le charbon, quelle est son importance ? Est-ce qu'elle est déjà importante au début du 19e ou pas ? Est-ce que ça remplace le bois ? Est-ce que le charbon a sauvé les forêts ? Alors pour répondre à cette question, je dirais tout d'abord, est-ce que le charbon est important au début du 19e siècle ? En fait non. Quantitativement, il ne l'est pas. À l'échelle nationale, en tout cas en France et aussi en Belgique, puisque je travaille également en Belgique, mais dans certaines zones, le charbon est déjà une source d'énergie importante. Mais je pense par exemple à la région de Liège, où le charbon est utilisé depuis très longtemps et où il est important déjà au début du 19e siècle. Mais globalement, le charbon est une énergie nouvelle qui semble être la solution face au problème de la déforestation, qui est vraiment un problème lancinant en France. Pensez à la date de 1669, la fameuse ordonnance de Colbert pour protéger les forêts. Donc on est au XVIIe siècle, et donc au début du XIXe siècle, la situation ne s'est pas beaucoup arrangée, et de plus en plus de savants, par exemple un ingénieur comme François-Antoine Roche, je ne suis plus sur son prénom, affirme que pour sauver les forêts, eh bien, il faut exploiter le charbon de terre. Mais en fait, souvent, on associe l'industrialisation à la machine à vapeur. C'est, dans le grand public, on a beaucoup cette image, et même dans certains manuels scolaires. En réalité, les premières machines à vapeur sont utilisées au XVIIIe siècle seulement pour extraire les eaux des mines, et afin de faciliter l'extraction du charbon de terre. Ils ne sont pas encore utilisés comme machines industrielles dans les fabriques, pas encore au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, les machines à vapeur apparaissent de manière très progressive, et elles sont au départ peu efficaces. Je pense par exemple à la grande ville industrielle de Roubaix, la première machine à vapeur s'installe dans les années 1820. À Lille, on est aussi à peu près à la même période. Et si ces machines à vapeur sont peu utilisées, c'est parce qu'elles ne sont pas encore très très efficaces. Elles vont le devenir surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. Et dans mes sources, donc dans les régions que j'étudie, dans la région de Roubaix, de Lille, mais aussi en Belgique, j'observe une accélération des demandes d'établissements de machines à vapeur dans les années 1840. C'est assez impressionnant quand on voit ça dans les sources. Et on commence vraiment à rentrer dans une industrie qui repose beaucoup sur le charbon. Mais le charbon ne remplace pas le bois.
Et un historien l'a bien montré, Jean-Baptiste Fressoz, il y a plutôt une accumulation des sources énergétiques plutôt qu'un remplacement de sources d'énergie par d'autres. Ensuite, toujours, on va rester par rapport aux forêts. C'est alors j'ai vu dans mes lectures, le Code forestier de 1827. Alors pourquoi, son but et quelles conséquences ? Alors ce code forestier s'inscrit dans une volonté de sauvegarder les forêts, au moins depuis Colbert en fait. On peut déjà retrouver des règlements plus anciens, mais la première grande ordonnance nationale, c'est celle de Colbert au XVIIe siècle. Et bien en 1827, cette volonté de sauver les forêts s'affirme dans ce code forestier. Il s'agit effectivement de reforester une partie du territoire national en limitant notamment les droits communs des communautés locales qui parfois se servaient en bois de manière gratuite, puisqu'ils considéraient que c'était des biens appartenant à tous. Ce code forestier restreint notamment ce droit ancestral des communautés, ce qui crée beaucoup de conflits. On va parler de la guerre des demoiselles, par exemple, dans le sud de la France. On les appelait des demoiselles parce que c'est des hommes et des femmes, mais drapés de blanc, qui effectivement contestaient ce code forestier et la nouvelle législation forestière. Alors pourquoi ce code forestier ? Parce que le bois est une ressource clé, encore pour l'industrialisation, mais par exemple, quand on pense à l'extraction du charbon, il faut étayer les mines de charbon, et pour ça, il faut énormément de bois. Dans les années qui suivent, le développement du chemin de fer nécessite également beaucoup de bois pour construire ces chemins de fer. Et là aussi, je cite Jean-Baptiste Fressoz, il dit on aurait pu appeler les chemins de fer les chemins de bois, finalement. Il y a aussi des considérations climatiques. Pourquoi ? Parce que dans les savoirs de l'époque, il y a cette idée que les forêts régulent en fait les températures et les précipitations. L'idée majoritaire, c'est que si il y a une déforestation trop massive, le pays risque de s'aridifier et de connaître des sécheresses. Je citais tout à l'heure l'ingénieur Roche qui pensait que les civilisations arabes, par exemple, des grandes civilisations, ont dépéri parce que ils ont beaucoup trop déforesté leur pays, et ce faisant, ils les ont aridifiés et donc ils se sont effondrés. Donc il y a vraiment une peur de l'effondrement climatique dans certains milieux savants incarnés par Roche, qui pousse à sauvegarder au maximum les forêts. Et bon, je cite Roche, mais ce sont des débats qui ont des répercussions dans le monde politique. Et par exemple, en 1821, le ministre de l'Intérieur de l'époque envoie une circulaire au préfet pour leur demander d'enquêter sur l'état des forêts. Et dans l'argumentaire du ministre, il y a, on constate des dérèglements climatiques. Est-ce que ce serait pas lié effectivement à l'état des forêts ? Alors cette circulaire finalement ne débouche sur rien de très concret, mais en 1827, le code forestier s'inscrit tout à fait dans cet esprit-là de sauvegarder les forêts, donc pour des raisons de ressources et pour des raisons climatiques. Alors cette même année 1821, alors j'ai lu quelque chose qui m'a paru assez étonnant, c'est qu'il y aurait eu une enquête par rapport au changement climatique qui aurait été faite. Déjà à l'époque, on se souciait du changement climatique. Alors oui, c'est cette enquête que je mentionnais de 1821 lancée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Siméon, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, il y avait des préoccupations climatiques, comme je l'ai exposé, alors qui concernaient les élites scientifiques et aussi politiques. Ce sont des préoccupations qui ne sont pas nouvelles au début du 19e siècle, puisque en fait elles émergent progressivement à partir de la conquête de l'Amérique par les Européens. Je dis de manière progressive, pourquoi ? Parce que déjà Christophe Colomb constate, quand il arrive aux Amériques, toute fin du XVe siècle, donc, que là où il y a beaucoup de forêts, il y a des très fortes précipitations. Et donc lui-même fait ce lien entre forêt et climat. C'est pas lui qui l'invente, ce sont des savoirs aussi qu'il a hérité notamment des administrateurs coloniaux dans les îles que possédait l'Espagne, par exemple l'île de Madère, etc. Des îles à sucre. Et du coup, pendant toute la période moderne, donc du XVIe jusqu'au XIXe siècle, se développe tout un argumentaire scientifique qui fait le lien entre forêt et climat. Par exemple, au XVIIe siècle, les Européens explorent et conquièrent le Canada qui est à peu près à la même latitude que la France, et pourtant il fait beaucoup plus froid en hiver.
Pourquoi ? Alors, une des explications avancées par les savants de l'époque, c'était parce qu'il y a beaucoup de forêts là-bas et que les populations locales n'ont pas eu la bonne idée d'inventer l'agriculture. Donc, la déforestation pouvait aussi être quelque chose de positif à l'époque, puisque c'était aussi un facteur de civilisation. Ce qui change à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, c'est que le regard sur la déforestation devient pessimiste, puisque des gens comme Roche ou comme le gouvernement qui lance cette enquête en 1821 pensent qu'on est allé trop loin et qu'on risque effectivement de trop aridifier le pays en le déforestant de manière excessive. Un autre sujet de l'époque, c'est la pollution. Est-ce que dans les villes, la pollution, est-ce qu'on l'appelait déjà pollution ou plutôt peut-être nuisance ? On peut prendre l'exemple d'une ville de Roubaix. Est-ce qu'il y a beaucoup de pollution dans cette ville à l'époque ? Alors oui, il y a beaucoup de pollution à Roubaix à l'époque, il y a beaucoup de pollution dans les villes industrielles. Alors on ne parlait pas de pollution au 19e siècle, en tout cas au début du 19e siècle. On parlait plutôt de nuisance. Nuisance, c'est une catégorie juridique, puisque la nuisance, par définition, c'est ce qui nuit à autrui, et donc c'est ce qui peut fonder une plainte. La pollution, ça avait un autre sens, d'ailleurs c'est un sens qu'il a aussi conservé, un sens moral ou religieux, c'était un synonyme de profanation. Le terme pollution, il va surtout se développer dans le champ scientifique à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. D'ailleurs, la première loi sur la pollution industrielle en France est 1917, donc on est sorti du 19e. Alors, dans les villes industrielles comme Roubaix, il y a effectivement beaucoup de pollution, puisque Roubaix, c'est une ville de taille modeste au début du 19e siècle, qui compte quelques milliers d'habitants et qui devient une capitale de l'industrie textile dès le milieu du siècle, capitale notamment de la laine, reconnue pour ses produits, ses étoffes de laine. Et pour produire tout cela, effectivement, il faut implanter des usines qui émettent énormément de fumée, qui font énormément de rejets, et qui donc suscitent des plaintes. Alors pour ma part, dans les archives municipales, j'ai compté à partir de la documentation disponible, qui est sans doute pas entière. Entre 1821 et le début des années 1870, environ 720 demandes d'établissement d'usines, et sur ces 720 demandes, j'en ai identifié une cinquantaine de plaintes. Et comme tout à l'heure j'évoquais le décret de 1810, donc pour les industriels, il était nécessaire de demander l'autorisation avant d'établir une fabrique, et si cette fabrique était jugée trop polluante, elle ne pouvait pas ouvrir. Une fois qu'elle était établie, on ne pouvait plus la fermer. Mais il était possible de rejeter une demande. Ça arrivait rarement, mais ça arrive. À Roubaix, ça est arrivé dans une dizaine de cas pendant toute la période que j'évoquais, année 1820, année 1870. En tout cas, dans ce que j'ai pu identifier dans les sources roubaisiennes. Donc, beaucoup de pollution. Alors, est-ce que c'est beaucoup, cette cinquantaine de plaintes sur ces 700 demandes ? C'est difficile à dire, parce qu'il faut des comparaisons. À mon avis, c'est quand même pas négligeable, dans la mesure où vous avez des villes où on se plaint beaucoup moins, notamment des villes d'Angleterre comme Manchester, où on se plaint vraiment très peu, parce que les gens sont très habitués. Et en fait, dans les villes industrielles, il y a aussi une acclimatation des pollutions, c'est-à-dire que ça commence à faire partie du paysage. Alors, ça ne veut pas dire que les gens aiment ça, mais en tout cas, ils considèrent que ça devient normal. Il y a une normalisation, une naturalisation aussi des pollutions. C'est quelque chose qu'il faut accepter pour la bonne marche du progrès, et que, je puis me permettre l'expression, ça vaut le coup de souiller l'air, les eaux et les sols si à la fin on devient collectivement plus riche et plus prospère et plus dynamique, etc. Donc oui, l'industrie est forcément polluante. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ça a été globalement accepté par les populations urbaines. Après, ma thèse porte sur les résistances, donc je m'intéresse beaucoup aux conflits. Mais finalement, on voit bien aujourd'hui, maintenant qu'on a le recul de l'histoire, que c'est le camp industrialiste qui a très largement gagné. C'est pas une découverte. Alors, on peut constater aussi que toutes ces nuisances, cette pollution doit avoir des conséquences sur la santé. Le 19e siècle aussi, c'est le développement de la médecine. Quel rôle ont joué les médecins et les hygiénistes aussi, par rapport aux gens qui se plaignaient en fait ? Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette question, parce qu'elle est très complexe. En fait, les attitudes des médecins, des hygiénistes sont très variées. Les historiens qui ont travaillé sur Paris, par exemple, ont beaucoup insisté sur le fait que les médecins hygiénistes au XIXe siècle ont plutôt accompagné l'industrialisation. On peut penser à la fameuse figure du docteur Villermé dans les années 1830-1840, qui mène des enquêtes sociales sur les quartiers ouvriers de la région parisienne et de Paris. Et Villermé
affirme, en fait, conclut que finalement, si il y a une plus forte mortalité dans les milieux ouvriers et plus de maladies, plus de difficultés sociales, c'est lié justement à leurs conditions sociales, au fait qu'ils sont pauvres. Et il élude la question environnementale, la question des pollutions. Et donc, sa solution pour résoudre la question sociale à l'époque, c'était justement de renforcer l'industrialisation pour enrichir le plus grand nombre et donc résoudre les problèmes sociaux. Mais il y a effectivement une occultation du problème environnemental chez Villermé. Alors ça, c'est pour les hygiénistes qu'on retrouve plutôt à Paris. Mais sur mon terrain nordiste, je trouve que c'est plus nuancé. Alors on va trouver effectivement des médecins hygiénistes pro-industrie, il y en a. En 1828 est créé le Conseil de salubrité du Nord, par exemple, qui est composé de médecins, mais aussi de chimistes et d'industriels. Par exemple, Kuhlmann est membre du Conseil de salubrité du Nord, et forcément, il prend le parti d'industrie, il est lui-même industriel. Mais par ailleurs, il y a des médecins, des hygiénistes moins connus que Kuhlmann dans ce Conseil de salubrité qui, en fait, s'inquiètent des pollutions. Juste un petit exemple, mais je suis tombé, par exemple, sur un rapport des années 1860 d'hygiénistes du canton roubaisien du Conseil de salubrité, qui disait que, en fait, on travaille pour rien, on n'arrête pas d'alerter sur les pollutions, et puis ça finit dans les archives, et après, c'est l'historien qui les récolte. Et dans ce rapport, en fait, j'étais marqué par une expression, il disait « Nous sommes impuissants face à la toute-puissance de l'industrie ». Il dit cela presque littéralement. Donc, certains médecins sont vraiment préoccupés par la question hygiéniste, par la question des pollutions. Donc voilà, réponse contrastée, les médecins les plus dominants, notamment ceux de la capitale, ont tendance à occulter ces pollutions, mais d'autres y prêtent vraiment attention. Ce qu'on constate aussi, c'est les paysages, leur évolution avec l'impact de l'industrialisation, et notamment les cheminées qui sont de plus en plus hautes apparemment. Oui, là, encore une fois, on peut parler de Roubaix, puisque Roubaix devient la ville aux 1000 cheminées, plutôt à la fin du 19e siècle. Donc les cheminées deviennent les symboles de l'industrialisation, et même la cheminée fumante. Une historienne très importante dans le champ de l'histoire des pollutions, Geneviève Massard-Guilbault, parle de culture de la cheminée qui fume. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour les partisans de l'industrie, c'est très important d'avoir une grande fumée qui fume. C'était le symbole de la prospérité et du progrès. C'est la raison pour laquelle on trouve toujours dans les papiers en tête des entreprises des représentations des usines avec les cheminées fumantes. C'est quelque chose de très très commun. Donc il y a en fait une vision assez positive de ces fumées issues des cheminées dans les représentations industrialistes. Elles ne sont pas seulement le fait des patrons, mais certains ouvriers veulent voir les cheminées qui fument puisque ça veut dire qu'il y a du travail et ils pensent d'abord au travail. On peut bien les comprendre. La vie était très très dure sur le plan social à l'époque. Après, ces fumées, c'était très facile de se rendre compte que c'était malodorant, nauséabond, que ça noircissait la ville. Et ici, d'ailleurs, je reviens aux hygiénistes, avec un exemple à Lille, dans les années 1850. Le Conseil de salubrité du Nord commandite une enquête sur la pollution de l'air à Lille, et l'enquête est confiée non pas à un médecin, mais à un chimiste, Dölzen, qui fait un rapport tout à fait alarmant en disant « Oui, la ville est absolument noire, tout le monde respire des quantités beaucoup trop importantes de charbon dans l'atmosphère, ces fumées vont même jusqu'à souiller les intérieurs des appartements. » Je reviens à la question précédente, il y a une vraie inquiétude pour certains. Donc c'est une inquiétude sanitaire, c'est une inquiétude aussi pour la dégradation des paysages. Je reviens aussi sur le symbole de la cheminée. Pourquoi aussi faire des cheminées toujours plus hautes et toujours plus massives ? C'est aussi pour résoudre le problème de la pollution, dans l'esprit de beaucoup d'hygiénistes de l'époque et du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il y a cette croyance qui est vraiment partagée assez unanimement, même parmi les médecins qui s'inquiètent vraiment des pollutions, ils disent en construisant des hautes cheminées, on va diluer les fumées dans l'atmosphère et finalement on va atténuer les effets sur la santé. Et c'est vraiment la solution, l'une des grandes solutions qui est trouvée, pas une vraie solution bien sûr, par les élites économiques, scientifiques et politiques de l'époque. Justement, tous ces méfaits en fait de l'industrialisation qui sont dus à un progrès qui n'arrête jamais en fait, qui est toujours en évolution, mais parfois aussi les élites scientifiques disent que le progrès va résoudre les problèmes du progrès, c'est-à-dire comme on voit avec les cheminées,
pour éviter ces nuisances, on les fait de plus en plus hautes. Est-ce que c'est aussi l'état d'esprit de l'époque? Il y a des nuisances, mais on va les résoudre par le progrès. Et oui, c'était déjà la solution, encore une fois je dis solution, je mettrai des guillemets, qui est proposée à l'époque, et je mets des guillemets parce qu'on sait aujourd'hui que ça a été un échec. La multiplication des cheminées a entraîné une multiplication des pollutions, et leur hauteur n'a pas changé grand-chose. Mais il y a effectivement cette croyance au progrès qui est extrêmement forte au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, la particularité en fait, de cette notion de progrès, c'est qu'elle est de plus en plus assimilée, comme je le disais aussi tout à l'heure, à l'industrie et à la civilisation. Il y a vraiment un triptyque progrès, industrie, civilisation qu'on retrouve dans les textes des savants, des ingénieurs, mais aussi dans les discours politiques. C'est quelque chose de très partagé, et je dirais même aussi par des gens des classes populaires. C'est très difficile d'avoir des sources pour comprendre quelles étaient les attitudes des classes populaires. Mais j'ai par exemple travaillé sur des chansons populaires, et je suis tombé par exemple sur une chanson des années 1860 à Roubaix, Les enfants du progrès. C'était le titre de la chanson en patois roubaisien, où il est dit que les ouvriers, ce sont eux qui portent le progrès industriel en fait. Alors c'est pas du tout une chanson de lutte des classes, c'est vraiment patrons ouvriers ensemble pour le progrès. Mais je pense que c'est assez significatif de cette idéologie dominante du progrès. Voilà, je m'intéresse aux résistances au conflit, mais en fait je m'intéresse à un camp minoritaire globalement, et un camp de vaincus aussi. Très bien, je vous remercie pour cet entretien, merci beaucoup. Bien, merci à vous.